Bonsoir à tous et bienvenue à ce symposium du congrès Spot Pharma, 5e édition, soutenu par le laboratoire Roche et je les en remercie. Et une fois n'étant pas coutume, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet, puisque si nous savons tous ce qu'est un double circuit de dispensation, sommes-nous tous bien au fait de ce que sont les maladies rares. Alors je vous propose donc un petit quiz sur le sujet. Vous pouvez répondre directement. Donc, la première question, une maladie est dite rare lorsqu'elle touche une personne sur 2000, une personne sur 5000 ou une personne sur 100 000. Deuxième question, les 7000 maladies rares identifiées en France concernent essentiellement des enfants pour 50% des cas, 60% des cas ou 80% des cas. Enfin, la dernière question, une maladie rare est aussi appelée une maladie orpheline. Est-ce vrai ou est-ce faux? Alors, on vous laisse quelques minutes pour répondre à ces trois petites questions. Et puis, on va découvrir les réponses, bien évidemment. Donc, Marie-Hélène, c'est toi qui coupe le quiz et qui nous envoie ensuite les réponses qu'on a reçues de la part de nos spectateurs, de nos participants. Alors, donc, à la première question, une maladie est dite rare lorsqu'elle touche une personne sur 2000, vous avez répondu à 38%, pareil pour une personne sur 100 000, et 25% ont répondu une personne sur 5000. Eh bien, la bonne réponse, en fait, c'est la première réponse, c'est-à-dire que les maladies sont dites rares lorsqu'elles touchent une personne sur 2000, soit pour la France, moins de 30 000 malades par pathologie. Alors, au total, ce sont plus de 3 millions de Français qui sont atteints par l'une des 7000 maladies rares connues à ce jour et à peu près 25 millions en Europe. À la deuxième question, les 7000 maladies rares identifiées en France concernent essentiellement des enfants pour, eh bien, la bonne réponse, c'était 50% des cas, en fait. Ça représente effectivement, ça touche 50, dans 50% des cas, ce sont des enfants de moins de 5 ans, et elles sont responsables de 10% des décès entre 1 an et 5 ans. Et enfin, à la question, une maladie rare est aussi appelée une maladie orpheline. Vous avez répondu en majorité vrai. Eh bien, c'est faux. En fait, on emploie le terme de maladie orpheline pour désigner une pathologie rare ne bénéficiant pas d'un traitement efficace. Donc, vous voyez, on comprend donc bien la nécessité de ces filières de santé maladies rares qui sont des organisations nationales avec pour vocation d'animer et de coordonner les actions entre les acteurs impliqués dans la prise en charge de maladies rares. Parmi ces acteurs, et il faut dire que cette prise en charge est hospitalière, et parmi ces acteurs, il en manquait un, le pharmacien d'officine. Et nous allons voir ce soir, avec l'exemple de l'hémophilie, puisque c'est le sujet de ce symposium, comment intégrer le pharmacien d'officine comme un nouveau partenaire du suivi des personnes vivant avec une hémophilie, puisque c'est le sujet de ce soir. Et nous souhaitions vous montrer que la mise en place de ce nouveau modèle constitue une opportunité pour de nouvelles pratiques professionnelles et d'échanges entre les praticiens. Mais la particularité de l'hémophilie, de mon point de vue, ne réside pas tant dans les médicaments utilisés que dans le contexte de l'hémophilie, maladie mal connue, avec des contraintes fortes qui pèsent sur les patients et surtout associée à une histoire que même les moins de 20 ans connaissent. Il est donc indispensable de donner confiance aux patients et faire partie d'une équipe participe à donner confiance aux patients, mais cela ne suffit pas. La confiance entre les membres de la communauté thérapeutique est nécessaire car c'est aussi un gage de la qualité de la prise en charge. Cela passe par de la coordination avec comme point de vigilance le lien ville-hôpital et cela passe également par la formation des acteurs, formation unanimement indispensable et nécessaire. Dans le projet que nous allons vous présenter ce soir,
les différents acteurs ont été impliqués dès le départ afin de co-construire ce parcours. Et d'ailleurs, le titre que nous vous avons présenté, co-construction d'un circuit, est un peu finalement, laisse un peu à côté le patient, alors que dans tout ce projet, notre objectif principal était bien la prise en charge des patients. Je vous ai parlé de maladie et c'est avec le docteur Lambert que je suis ravie d'accueillir ce soir, médecin praticien hospitalier et membre du centre de référence de l'hémophilie et filière mémo, que nous allons faire le point sur cette pathologie. Je vous ai parlé de formation et c'est avec Valérie Chamoire, pharmacienne, praticienne hospitalière aux Hospices civils de Lyon, membre également du centre de référence de l'hémophilie et filière mémo, qu'on parlera de cette formation. Et puis, je vous ai parlé pharmacien d'officine, et c'est avec Mehdi Djilani, pharmacien à Saint-Pierre-d'Oléron et président du groupement Totom, que nous allons parler de notre quotidien. Donc, tout de suite, docteur Lambert, je vous donne la parole pour nous faire un point sur l'hémophilie. Merci beaucoup. Donc, je vais avoir la gageure d'essayer de présenter l'hémophilie en peu de temps. Et donc, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que c'est bon? Oui. Parfait. Donc, je vais vous parler de cette aventure de la co-construction que nous avons fait avec nos collègues pharmaciens d'officine comme nos collègues pharmaciens des centres de traitement d'hémophilie. Et je vais essayer de vous donner quelques éléments relatifs à l'hémophilie. Déjà, comme vous voyez, il y a des sigles épouvantables. Alors, CRCMHC, ça veut dire, c'est le nom que vous verrez, Centre de ressources et de compétences en maladies hémorragiques constitutionnelles. Et CRH, ça signifie Centre de référence de l'hémophilie, puisque mon centre en fait partie. Alors, quelques mots sur l'hémophilie par rapport à cette introduction sur la maladie rare. Vous voyez que c'est vraiment une maladie rare, puisqu'il n'y a que 8000 patients en France. D'autre part, ce n'est pas une maladie pédiatrique, puisque c'est une maladie de toute la vie, qui commence bien entendu dès la petite enfance, mais l'espérance de vie actuellement est quasiment une espérance de vie de l'ensemble de la population. Alors, cette maladie, elle est responsable de quoi? Uniquement d'hémorragie. Le facteur 8 qui fait défaut aux hémophiles A ou facteur 9 qui fait défaut aux hémophiles B ne sont impliqués que dans la coagulation du sang, pratiquement. Donc, ce sont des hémorragies qui vont être spontanées, imprévisibles, avec des manifestations principalement articulaires. C'est ce qu'on appelle les arthropathies, donc les souffrances articulaires qui sont très spécifiques de l'hémophilie, et musculaires. Donc, c'est une maladie dont l'expression va être essentiellement musculo-squelettique, même s'il y a bien entendu d'autres sites et d'autres risques hémorragiques. Le parcours de soins de cette maladie est très hospitalo-centré. Les centres de ressources et compétences en maladies hémorragiques, il y en a une trentaine en fait sur le territoire, y compris les territoires ultramarins. Cette spécificité, cette concentration est rendue nécessaire du fait de la rareté de la pathologie et de ses spécificités. C'est une maladie qui impacte considérablement la vie quotidienne, la vie relationnelle, la vie familiale, la participation sociale. Et de là est née aussi la nécessité d'un accompagnement par une équipe qui est pluridisciplinaire pour le suivi, avec les infirmières, avec les kinésithérapeutes, avec les psychologues, les pharmaciens, ce n'est pas la vie relationnelle, c'est la médecine de fond, mais qui font aussi partie de l'équipe pluridisciplinaire. Cette maladie, elle va impacter les patients dans l'enfance pour la forme sévère de la maladie, qui est un peu celle qui est concernée par notre propos aujourd'hui. C'est des visites tri- ou quadriannuelles dans l'enfance, et puis annuelles ensuite à l'âge adulte, puisque les choses s'atténuent un peu. Pour certains, les conséquences et les comorbidités ont déjà conduit à être des patients que vous voyez dans les pharmacies d'officine. D'une part, parce que c'est une maladie qui facilement s'accompagne de douleurs, qu'elles soient aiguës ou chroniques. C'est une maladie qui, vous le savez, a été extrêmement marquée par les risques infectieux et donc les médicaments antiviraux sont dispensés dans les pharmacies de ville. Et puis, compte tenu de ce que je vous ai dit sur l'âge potentiel des patients, c'est une maladie pour laquelle toutes les pathologies du vieillissement se retrouvent. Alors, j'aimerais bien passer à la diapo suivante. Voilà.
Alors, quelques mots maintenant sur la prise en charge de l'hémophilie. Bien entendu, si vous avez des questions sur ce que j'ai dit, on les verra après, bien sûr. Alors, la prise en charge de l'hémophilie, essentiellement hospitalière, réalisée par les structures spécialisées que je vous ai un peu déjà évoquées. Et, point important, les médicaments sont exclusivement, jusqu'à maintenant, dispensés à l'hôpital. Qu'est-ce que c'est que ces médicaments? Ce sont donc des traitements, c'est le traitement curatif des hémorragies ou prophylactique. Je vais m'y arrêter un tout petit peu, qui permettent de prévenir la survenue des accidents hémorragiques. C'est par des facteurs de coagulation, des agents bypassants, l'anticorps monoclonal, en fait, c'est à part, puisqu'il ne fait pas partie des traitements curatifs, on en reparlera un peu plus loin. Facteurs de coagulation, agents bypassants, qu'est-ce que c'est? Ce sont donc des traitements d'origine plasmatique ou recombinante. Les agents bypassants, ce sont des traitements qui visent à contourner la présence d'un inhibiteur antifacteur 8. Juste, je vous dis un mot par rapport à ces inhibiteurs. Lorsqu'on manque de facteur 8, qu'on reçoit du facteur 8 pour le traitement, 10 à 30% des patients vont développer ce qu'on appelle un inhibiteur antifacteur 8 ou un anticoagulant circulant, et du coup, le facteur 8 est inefficace. Et donc, ceux-là sont traités par des agents bypassants pour le traitement curatif. Et on va voir que les anticorps monoclonaux ont pris une part très importante dans la prévention des hémorragies chez ces patients. Donc, ces traitements sont d'origine plasmatique ou recombinante, le plus souvent recombinant maintenant. Et tous ces traitements, avant l'arrivée de l'anticorps monoclonal qui s'administre par voie sous-cutanée, étaient des traitements qui devaient être administrés par voie intraveineuse, ce qui donne une certaine complexité au geste. L'éducation thérapeutique et l'autotraitement à domicile, puisque ces patients se traitent eux-mêmes, même par voie intraveineuse, ou pour les enfants, c'est les parents qui les traitent, et puis les ados apprennent à se traiter eux-mêmes. Donc, l'éducation thérapeutique, elle est consubstantielle à la prise en charge et au traitement de l'hémophilie. Et ce sont des patients qui ont une très grande autonomie de décision et de réalisation de traitements, ou leurs parents quand ils sont petits. Et il faut savoir que 90% des traitements sont des traitements qui sont réalisés à la maison. Donc, c'est pas un mot, ce traitement à domicile, c'est vraiment une réalité du quotidien. Et on parlait beaucoup de personnalisation du traitement, chacun adapté. On va voir que là, on va rentrer dans une dynamique un petit peu différente. Donc, l'éducation thérapeutique et la collaboration avec les patients et leur association qui est extrêmement présente et active est importante et fait partie intégrante de la prise en charge du traitement. Alors, médicaments spécifiques de l'hémophilie en pharmacie d'officine, qu'est-ce qui va changer? Beaucoup de choses. C'est compliqué parce que deux choses changent avec ce médicament qui est mis en officine. Premièrement, c'est celui qui arrive, c'est le premier médicament injectable par voie sous-cutanée. Et c'est le premier, et pour l'instant toujours le seul médicament qui ne traite pas les hémorragies si elles surviennent quand même. C'est un médicament qui est limité à la prévention des hémorragies. Et c'est ces aspects-là qui rendent le passage possible en ville, parce qu'il n'y a pas d'indication d'urgence et les études ont monté un très bon profil de sécurité qui permet que ce médicament passe en ville. Alors, les points d'attention, c'est un médicament, on n'a pas de recul sur les aspects à long terme. Les essais cliniques ont commencé vers les années 2016 et l'AMM européenne a été obtenue en 2019 pour les hémophiles avec l'inhibiteur d'abord. C'est un médicament qui, compte tenu qu'il va complètement moduler l'état hémostatique de base des patients, c'est un médicament qui va modifier complètement leur symptomatologie, leur ressenti au cas d'accident hémorragique. Et donc, il faut, dans notre éducation thérapeutique, et je crois que ça va être aussi dans votre part aussi, il faut renforcer l'idée que si quelque chose d'anormal survient, il faut contacter le centre de traitement au moindre doute. Les patients, les soignants spécialisés, les acteurs de soins de ville, on a tous encore beaucoup à apprendre de ce médicament, de son utilisation, et donc la nécessité qu'on ait entre nous une circulation d'informations très fluide. Le seul traitement par voie sous-cutanée, le seul traitement qui va être mis en officine, c'est ce traitement de prévention que Valérie vous détaillera tout à l'heure, et qui est un traitement donc
uniquement sous-cutanée et de prévention, encore une fois. C'est très important. C'est très important parce que les patients aussi ont du mal, parce que les choses ont beaucoup changé pour eux. Avant, ils avaient un médicament, que ce soit pour la prévention ou pour les traitements des accidents hémorragiques qui surviennent. Maintenant, ils ont un médicament pour prévenir les hémorragies. Et puis, si cette prévention est insuffisante en cas de traumatisme ou pour toute autre raison, il va falloir qu'ils se traitent avec les médicaments qu'ils utilisaient avant, pas forcément les mêmes doses. Donc, c'est une révolution complète pour eux, un changement aussi. Et pour des patients qui se traitent depuis longtemps, je pense surtout aux adultes, c'est très, très difficile pour eux, on le voit avec les premiers patients qu'on a eu traités, de bien faire la part des choses. Voilà, donc vous avez vu que ce sont des choses assez complexes, assez spécifiques. Alors, quelles sont nos attentes vis-à-vis de vous? Comme je vous l'ai dit, la transmission de l'information, la fluidité de la circulation de l'information, c'est important. C'est important parce que les non-dispensations, le fait que le patient ne soit pas venu chercher son médicament, le fait qu'il ne soit pas régulier, tout ça c'est important. Ça revient à ce que je vous disais. Avant, on était, et avec les patients, dans un objectif de personnalisation. Là, on n'est pas dans un objectif de personnalisation, c'est toutes les semaines ou toutes les 2 semaines ou toutes les 4 semaines, on va voir, mais c'est tel que le schéma a été prévu et on n'est pas là pour modifier les trucs. Donc, c'est important de savoir ce qui se passe. Et donc, la transmission des événements que vont vous signaler éventuellement les patients, s'ils viennent vous voir tous les mois, c'est plus souvent que nous. Et donc, s'il y a des choses qui sont évoquées par les patients, c'est important qu'on le sache. Enfin, vous allez avoir des demandes des patients et votre place dans l'accompagnement est importante puisque vous serez finalement sans doute les acteurs de santé qui verront le plus souvent les patients. Ce qu'on ne vous demande pas, c'est bien entendu de devenir des spécialistes de l'hémophilie, parce que pour les pharmacies d'officine qui auront un hémophile, ce serait bien étonnant qu'ils en aient 2, étant donné la rareté de l'hémophilie. Et donc, bien entendu, c'est ne pas être spécialiste de l'hémophilie. On ne vous demande pas de vous impliquer dans les modalités de traitement et les choix thérapeutiques. C'est un peu ce que j'évoquais en disant pas de personnalisation. Et bien entendu, on ne vous demande pas de devenir un urgentiste de première ligne pour les accidents hémorragiques, parce que ça reste du domaine de la prise en charge par le Centre de ressources et de compétences. Vous devenez donc, par rapport à ce qu'on souhaite qu'il y ait dans la colonne de gauche, un partenaire à part entière de l'équipe du centre qui prend en charge les hémophiles. Alors, je vous dis tout de suite, nous, on appelle ça les CRC, MHC, parce que les réglementations donnaient ces noms-là, et les hémophiles diront, c'est mon CTH, mon centre de traitement d'hémophilie qui me suit. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, docteur Lambert. Alors, je pense qu'il y aura des questions à la fin des trois interventions, donc on y répondra, mais peut-être juste une seule question par rapport à votre présentation, puisque vous avez souvent utilisé le terme de centre de référence. Très concrètement, c'est quoi un centre de référence? Qu'est-ce qu'on y fait? Et comment les pharmaciens peuvent utiliser ce centre de référence comme ressource pour eux? Alors, la ressource du pharmacien ne va pas être le centre de référence, c'est l'entité dans le cadre du plan national maladies rares qui a plusieurs missions, mais ce n'est pas lui qui est systématiquement l'effecteur des missions. L'effecteur des missions, ce n'est pas le centre de référence, c'est le centre de ressources et compétences. C'est le centre de traitement de l'hémophilie, c'est ce centre auquel font appel les patients. Chaque patient est relié à un centre de traitement d'hémophilie ou centre de ressources et de compétences. Et c'est lui l'interlocuteur, c'est lui qui s'occupe du suivi du patient, des prescriptions, du suivi éventuellement de la famille. Donc, c'est le centre où il y a tous les bilans réguliers qui sont faits, l'appréciation des besoins et la mise en place des traitements et la décision qui est une décision médicale partagée de tel type ou tel type de traitement pour un patient. Voilà un peu le rôle des centres de ressources et de compétences. D'accord, très bien. C'est effectivement un petit peu plus clair parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'acronymes et comme tout ça est nouveau pour nous, il faut qu'on se familiarise un petit peu avec tout ça et le qui fait quoi. Alors effectivement, on a aussi parlé de formation et là, c'est Valérie à qui je vais donner la parole qui va nous expliquer un petit peu comment tout ça s'est construit
et à quoi finalement on a abouti, au très bel outil auquel on a abouti pour accompagner les pharmaciens d'officine dans cette dispensation. Je te laisse la parole, Valérie. Merci Béatrice et merci de nous avoir permis, je pense à Thierry et à moi, d'intervenir au cours de ce congrès. Ça nous permet effectivement de faire écho un petit peu à tout le travail qu'on a effectué en collaboration avec vous, les officinaux. Effectivement, comme tu l'as bien précisé, il y a un enjeu majeur autour de la formation des collègues et de la coordination de l'action de tous ces professionnels de santé. En effet, alors, voilà. En effet, bon, comme l'a bien reprécisé Thierry, et on ne va pas revenir dessus, on arrive en fait, on est dans une situation un petit peu historique, puisque, comme il l'a dit très justement jusqu'alors, le traitement des hémophiles A avec ou sans inhibiteur, qui nécessitait l'utilisation d'un traitement substitutif, qui sont des médicaments qui n'étaient disponibles exclusivement qu'en pharmacie hospitalière. Et ça, dans un cadre très particulier qui est la rétrocession. Alors, ils avaient été mis effectivement sur cette liste de rétrocession pour diverses raisons historiques. Et depuis le milieu des années 90, y était resté. Avec emicizumab ou Hemlimbra, nous avons affaire à un traitement non substitutif. C'est un anticorps qui vient finalement mimer l'action du facteur 8. Et ce médicament qui est utilisé exclusivement dans un contexte de prophylaxie et qui présente également une différence notable avec les facteurs 8 ou les agents paille passants, c'est un médicament qui s'administre par voie sous-cutanée, et le fait de pouvoir s'administrer par voie sous-cutanée, effectivement, ça ouvre des perspectives quant à l'évolution en parallèle de l'organisation, de la mise à disposition de ce médicament. Et c'est dans ce contexte que a été proposé finalement de faire évoluer en fait cette disponibilité en instaurant depuis donc mi-juin 2021 un double circuit de délivrance. Donc, double circuit finalement laissé finalement au choix du patient et de sa famille, hein, parce qu'on a vu que pour une part de la population traitée, ce sont des enfants, donc c'est forcément les parents, en fait, on parle d'aidants naturels qui finalement vont prendre en charge l'organisation autour de ces traitements. Donc, selon leur choix, les patients peuvent disposer d'Hemlimbra, soit en pharmacie hospitalière, dans la poursuite en fait de ce qui a déjà été instauré depuis plusieurs mois, voire plusieurs années pour les hémophiles A avec inhibiteur, ou bien, et ça c'est la grande nouveauté, permettre la possibilité de pouvoir en disposer en pharmacie d'officine. Et là, effectivement, nous avons proposé de manière proactive au niveau du centre de référence de l'hémophilie, en collaboration, donc encore une fois, avec les officinaux, de mettre à disposition une formation adaptée et un schéma organisationnel qui permette finalement d'encadrer et d'aider les collègues quant à la prise en charge de cette pathologie rare. Alors, voilà le fameux schéma de coordination auquel que nous avons imaginé. Alors, on va pas le détailler, vous voyez, il est assez complexe et fourni, il y a des flèches dans tous les sens, il y a différentes notions. Ce qui est important de voir, c'est effectivement le patient qui est au centre du processus. Encore une fois, c'est lui qui a l'initiative et qui va être en demande éventuelle de ce passage en pharmacie de ville, de cette mise à disposition en ville. Vous voyez qu'il y a l'équipe, comme l'a évoqué Thierry préalablement, du CRC-MHC, c'est-à-dire le centre de référence composé d'une équipe pluridisciplinaire. Elle n'est pas exhaustive, mais elle est composée des médecins, des pharmaciens hospitaliers et des infirmières qui sont très importantes puisqu'elles interviennent depuis de nombreuses années sur la prise en charge de ces patients qu'on a appris au cours du temps à être autotraitants. Ce sont des gens, il faut savoir, qui ont appris à s'injecter eux-mêmes par voie intraveineuse le médicament, s'injecter eux-mêmes ou injecter à leurs propres enfants.
afin d'être autonome et de pouvoir se prendre en charge. Donc, il y a une grande action autour de cette éducation thérapeutique. Et puis, vous avez effectivement le pharmacien d'officine qui est positionné à droite. Et vous avez encore le pharmacien hospitalier qui est positionné à gauche du schéma. Pourquoi on le verra plus tard, parce qu'effectivement, pourquoi ce pharmacien hospitalier continue à être mentionné, c'est parce que ce médicament Hemlibra permet finalement de corriger partiellement l'anomalie liée au déficit en facteurs, mais elle ne le corrige pas tout à fait. Et dans certaines situations d'urgence hémorragique, on peut être amené à avoir un recours au facteur 8 ou agent bypassant traditionnel. Donc, ce qui explique pourquoi, finalement, dans ce circuit, dans ce schéma, eh bien, il y a des flèches aussi qui vont de l'officine vers l'hôpital, vers les pharmacies hospitalières. Mais on va s'intéresser au démarrage à ce cadre rouge, en fait, qui vient symboliser plus précisément la formation que l'on a mise en place. Alors, si on fait un focus sur ce cadre, vous voyez que si le patient souhaite ou sa famille souhaite pouvoir disposer de ce médicament en officine, eh bien, il va y avoir une concertation et une discussion avec les membres de l'équipe du CRC, MHC, en faisant allusion à ce souhait. Ces derniers, en fait, vont nous contacter au niveau du centre de référence. Il se trouve que ce centre de référence de l'hémophilie est localisé à Lyon, aux Hospices civils de Lyon. Et cette équipe du centre de référence, en fait, a en charge, finalement, a eu en charge la conception de cette formation qui s'appelle Hémophare, comme vous voyez sur la diapositive, mais également a en charge l'attribution, en fait, des codes de connexion. Puisque nous habilitons en fait tous les pharmaciens d'officine qui le souhaitent par le biais, après une demande de chaque centre réparti sur l'ensemble du territoire national. Alors, ça se fait au moyen de formulaires et de différents documents qu'on a mis en œuvre. L'idée du formulaire, c'est effectivement de pouvoir identifier correctement le médecin qui suit localement le patient. Par exemple, on va prendre un exemple, un patient situé en Normandie, suivi par le CRC-MHC de Caen. Eh bien, les collègues du CRC-MHC de Caen vont solliciter le centre de référence qui est situé à Lyon pour pouvoir obtenir les codes de connexion. Et vous voyez, l'identification du pharmacien d'officine, elle est tout à fait précise. Elle se fait au moyen, bien sûr, de son nom, de son identité, la localisation de sa pharmacie d'officine, mais on a besoin également du numéro RPPS du collègue officinal et de son adresse mail. Ça a pour but, en fait, de pouvoir bien identifier l'équipe officinale qui va être impliquée, mais également le pharmacien hospitalier officinal qui va suivre cette formation et qui va finalement être notre correspondant vis-à-vis de cette mise à disposition de ce nouveau médicament en pharmacie de ville. Et nous renvoyons les codes de formation. Alors, comment est constituée cette formation Hémophare? Alors, vous voyez que cette dernière a été conçue par une équipe multidisciplinaire de pharmaciens hospitaliers, de pharmaciens d'officine. Vous en avez 2 représentants ici, qui sont Béatrice Cléraz et Mehdi Kinani, et puis de médecins hospitaliers. Donc ça a été ceux qui ont contribué à la conception. Et puis, il y a une équipe également pluridisciplinaire de pharmaciens hospitaliers, de pharmaciens d'officine et de médecins hospitaliers qui ont eu en fait pour responsabilité de valider en fait le contenu de la formation qui était ainsi proposée. Donc cette formation se fait sous la forme de e-learning. Elle a été conçue en 4 modules qui sont donc un premier module qui consiste à présenter la pathologie de manière un peu plus approfondie que n'a pu le faire bien entendu Thierry sur le temps imparti. La prise en charge thérapeutique, on va dire, de l'hémophilie, avec un module plus spécifique relatif à Hemlibra. On a tenu absolument à faire un module relatif à la présentation de l'organisation des soins, même si cela peut paraître un peu théorique
pour certains collègues officinaux. C'est important pour eux qu'ils prennent conscience qu'ils ne sont pas tout seuls face aux patients et qu'ils ont, quoi qu'il arrive, ils doivent être en lien avec le centre médical qui a en charge le patient. Donc, l'organisation des soins, c'est un peu pour expliquer comment on est organisé sur le territoire national. Et enfin, un 4e module qui est une mise en situation en officine, de mise en situation de dispensation des MIMRA, qui a pour objectif aussi de vous démontrer que vous avez aussi tout votre rôle à jouer, notamment en termes de conseils sur des petits moyens hémostatiques, par exemple. Alors, voilà comment ça se présente. Le module 1, vous voyez qu'une fois que vous rentrez dans le module, alors chaque module, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il fait à peu près, on va dire, 20 à 25 minutes. Voilà. Donc, dans chaque module, il y a des sous-parties. Alors, par exemple, sur la pathologie, vous avez des définitions, une description des manifestations cliniques, de la biologie, l'impact sur la vie. Dans chaque module, après, vous avez un item pour aller plus loin, que vous pouvez consulter, des ressources, que vous pouvez également consulter. Et chaque module se termine par un quiz. Un quiz qui a pour objectif de voir si les notions sont bien acquises. Pour le module de prise en charge thérapeutique, eh bien, comme je vous le disais, il y a des notions générales et puis il y a des notions plus spécifiques sur emicizumab, sur MIMRA. Vous voyez quelques captures d'écran qui vous permettent de visualiser un petit peu en quoi ça consiste. Et de la même manière, il y a un quiz qui termine ce module. Pour l'organisation des soins, donc c'est une réflexion autour de, effectivement, quelques notions d'historique, la notion de territoire et d'émission, une description du parcours du patient, et de la même manière, un quiz qui vient terminer le module. Et enfin, le module 4 de mise en situation à l'officine. Alors, on reprend, c'est un module qui est un peu plus transversal, on reprend des points essentiels qui nous paraissent clés dans tout ce que vous avez vu au préalable. On réaborde des situations particulières. Tout à l'heure, Thierry Lambert vous a évoqué la douleur. Ce sont des patients, notamment des adultes, qui peuvent être très douloureux. Donc, il y a un rôle aussi important et je suis convaincue, je suis profondément convaincue que c'est une profonde avancée, cette mise à disposition en officine, parce que jusqu'à présent, il y avait pour certains patients une omerta, si vous voulez, une espèce de mur entre ce qui se passait à l'hôpital, la prise en charge, on va dire, spécialisée, hospitalière, et ce qui se passait en officine, où finalement, dans un certain nombre de situations, le patient omettait de préciser qu'il avait ce terrain physiopathologique particulier. Ce qui, vous pouvez bien le comprendre, peut poser des problèmes, par exemple en termes de médicaments conseils. Si vous n'avez pas la notion que ce patient est atteint d'hémophilie, je pense que vous ne pouvez pas donner un conseil tout à fait éclairé. Donc, la douleur est un point assez spécifique et auquel on tient beaucoup parce que ça peut être source d'interactions médicamenteuses qui pourraient être potentiellement délétères. On réinsiste sur votre rôle vis-à-vis du CRC-MHC. Là, c'est pour réinsister sur le fait qu'il faut communiquer. Il faut communiquer en cas de nécessité, en cas d'urgence, mais aussi, et on l'a évoqué, l'adhésion médicamenteuse est quelque chose de très important. Ce médicament est un traitement de fond, en quelque sorte, et il faut faire en sorte que le patient soit observant. Et il faut nous alerter en cas de non-venue du patient pendant un temps qui paraît anormal. Alors, on espère que vous aurez probablement un patient, vous n'aurez pas des kyrielles de patients concernés, et on espère que ce patient pourra faire l'objet d'une attention, et notamment en matière d'observance. Et enfin, donc, des points à retenir, et comme on le disait tout à l'heure, le dernier petit module est les quiz. Les fiches outils qu'on a mis à disposition, vous voyez, c'est bien cette notion qui peuvent être utilisées ou non, c'est des propositions qu'on a faites, mais finalement, on se rend compte qu'elles sont relativement utilisées. Donc, les fiches de coordonnées des intervenants, vous voyez, où on identifie, au-delà des coordonnées du patient précises, celles des médecins, des infirmières, du pharmacien hospitalier, les coordonnées de la pharmacie hospitalière de rétrocession, parce que, par exemple, à Lyon, on a beaucoup de patients qui sont suivis, par exemple, dans le Nord-Isère, et ceux qui habitent dans le Nord-Isère, ils sont suivis à Lyon sur le plan médical, mais en rétrocession, ils vont, par exemple, à Bourgoin-Jallieu. Eh bien, il faut que les collègues de Bourgoin-Jallieu sachent que le patient est parti en officine de ville, officine en général de proximité, en l'occurrence de la pharmacie hospitalière de rétrocession. Et c'est important qu'ils le sachent,
puisqu'en cas d'urgence, ils vont potentiellement être sollicités pour dispenser du facteur 8 ou un autre médicament de type agent palliation. Et bien entendu, de la même manière, coordonnées tout à fait précises de l'officinal. Alors, pourquoi c'est important? Vous le savez très bien, je pense beaucoup mieux que nous. Vous savez que nous fonctionnons la semaine, nous fonctionnons en garde, nous avons une astreinte médicale. Et on sait très bien que souvent en officine, les problèmes surviennent le samedi soir au moment de la fermeture. Et je pense que le fait que vous ayez les coordonnées de l'astreinte médicale peut être quelque chose de tout à fait précieux en cas de souci. C'est ce type de situation qui peut permettre de gérer ces informations. La fiche de liaison que vous voyez à droite, en fait, elle est là pour préciser de manière tout à fait explicite la prescription. Parce que c'est des médicaments qui sont un peu, alors qui ne sont pas vraiment très complexes, mais il existe différentes concentrations qu'on ne doit pas mélanger dans la même seringue. Donc, vous voyez que par rapport à une prescription qui va être par exemple 180 mg par injection, eh bien, il sera souhaitable d'utiliser 3 flacons à 60 mg et non un flacon à 150 et un flacon à 30 parce que c'est des concentrations différentes. Il y a l'usage aussi du kit, le kit d'injection. Et vous voyez qu'il y a plusieurs types de kits. Donc, cette fiche de liaison, elle est là pour être un support un peu plus décodé, plus approfondi que la prescription elle-même. En conclusion, voilà, il faut retenir que ce double circuit, il ne faut pas l'oublier, il est mis en place à la demande du patient. Et je peux vous dire, avec le retour actuel et les chiffres dont je dispose, eh bien, il y a déjà un certain nombre de patients qui ont fait le choix de l'officine. On a j'ai à peu près habilité 180 collègues sur le territoire national, ce qui peut vous paraître faible, mais pour vous rappeler, 22 000 officines en France, il y a à peu près, alors on a dit 8 000 patients, mais dont 2 000 traités d'une forme sévère. Donc, vous voyez, on est vraiment sur une maladie rare. Et bien entendu, ce ne sont pas 2000 patients sous hémicizumab. Donc, vous voyez que le rapport est quand même, on est vraiment sur une pathologie très rare. Donc, qu'il est nécessaire de se former, à minima, pour avoir des réflexes de manière préalable, pour avoir vraiment l'acquisition de bons réflexes. Que cette dispensation, eh bien, idéalement, elle doit se faire après la mise en place de la formation et la mise en place de l'organisation entre les différents acteurs. Ne pas arriver après la bataille, hein, parce qu'effectivement, ça peut être délétère. Eh bien, les échanges entre professionnels hospitaliers sont très souhaitables. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de craintes évoquées par les médecins hospitaliers, par certains pharmaciens hospitaliers et par les patients eux-mêmes au niveau associatif. Certains disaient « Ouh là là, catastrophe, ça va passer en ville, c'est une catastrophe, ça va mal se passer ». Eh on est un peu là pour leur démontrer que non, pas du tout. C'est quelque chose qui peut se faire de manière tout à fait sécure. Nous prévoyons, bien entendu, et ça va être un chantier à venir, dans les mois à venir, une évaluation a posteriori du dispositif, parce que peut-être que ce qu'on a imaginé est trop complexe, trop long, ou peut-être qu'il faut améliorer des points, et que nous avons, notamment vis-à-vis du TUCL, du ministère de la Santé, à démontrer que, y compris dans ces maladies très rares, très spécifiques, qui ont une dimension aussi très particulière liée à la prise en charge dans les contextes d'urgence, nous sommes collectivement capables de prendre en charge et de proposer un processus qui rend sécure cette dispensation, et tout ça au bénéfice des patients et de leurs familles, pour lesquels vous avez bien compris que le fardeau de la maladie est quand même extrêmement lourd à porter. Voilà, donc c'est une démarche de co-construction que nous avons menée et que nous allons continuer à mener et à évaluer dans le futur. Je vous remercie. Merci Valérie pour cette belle présentation, et même quand on a été partie prenante, c'est toujours sympa d'avoir du recul et de voir. Alors moi j'ai 2 remarques. D'abord, ça met quand même aussi en exergue la volonté des confrères hospitaliers de nous accompagner dans cette dispensation,
parce que vous avez les compétences qu'on n'a pas en la matière. Et puis aussi, c'est vrai que la sortie en ville de ce médicament nous a obligés finalement à aller dans cette démarche. Et il faut souligner que c'est quelque chose que nous avons construit entre les acteurs de santé et qu'à aucun moment dans cette formation, il y a eu intervention de l'industrie pharmaceutique. Et il faut vraiment insister sur ce point-là qui est important, me semble-t-il. Alors, comme avec le docteur Lambert, on va attendre des questions, mais peut-être j'ai juste une question là tout de suite à brûle pour point. Savoir si tu avais, puisque ça a démarré avant l'été, je crois, est-ce que tu as juste comme ça d'un point de vue qualitatif, et on parlera peut-être de chiffres après, déjà des premiers retours sur les pharmaciens d'officine? Alors oui, j'en ai eu un certain nombre. Alors, ils ont été, certains d'entre eux ont été très enthousiastes d'emblée. Et alors, je remarque euh, vraiment l'implication et la motivation de certains collègues, notamment en zone rurale. Et je tiens à le souligner parce qu'une des problématiques qu'on n'a peut-être pas assez dit, hein, sur lesquelles on travaille beaucoup, notamment à Lyon, c'est la problématique de l'accessibilité au traitement, hein, puisque cette maladie, on l'a compris, quand les patients sont en prophylaxie, c'est toute la vie et tous les mois. Ils doivent venir chercher leur traitement tous les mois, tous les mois, tous les mois. Donc, c'est un fil à la patte assez conséquent. Et c'est vrai que de venir dans nos rétrocessions hospitalières, c'est complexe. C'est complexe, c'est pas facile. On a pu démontrer notamment que les patients les plus jeunes, c'est-à-dire les familles, en fait, les parents d'enfants, c'est-à-dire les actifs, on va dire, hein, étaient vraiment en grande difficulté, étaient parfois obligés de prendre des jours de congé pour pouvoir venir aux horaires ouvrables des pharmacies hospitalières, puisque les pharmacies hospitalières, je vous rappelle quand même que c'est une activité dérogatoire et que certains hôpitaux n'ont pas les moyens d'avoir suffisamment de personnel pour avoir des plages horaires suffisamment importantes. Donc, pour nous, on s'est battu pour que l'officine soit une alternative dans l'amélioration de l'accessibilité, tout en garantissant un circuit pharmaceutique de qualité. Et on ne va pas commencer à débattre, mais on verra si on débattra tout à l'heure. Hein. Il y a eu beaucoup de tentatives, en fait, de pouvoir faire, notamment par les industriels, mais bon, pas que, de portage à domicile en chantant complètement tous ces aspects-là. Et c'est vrai que, bon, personnellement, moi, j'avais à cœur de démontrer qu'effectivement, on pouvait avoir vraiment ce rôle d'accès, et ça a été noté dans d'autres pathologies avec la crise aussi sanitaire, ce rôle de proximité qui est extrêmement important. Et effectivement, j'ai remarqué cette motivation dans ces zones rurales. Je peux remarquer aussi que j'ai eu des discussions un peu serrées, il faut bien le dire, avec certains collègues un peu urbains, où effectivement les gens se posaient la question pourquoi vous êtes un peu interventionniste sur la formation, parce qu'on incite quand même. Ce n'est pas une formation obligatoire, mais on insiste sur l'intérêt, parce qu'effectivement, on avait à cœur d'accompagner, hein, de ne pas faire que… Voilà. Et il a fallu débattre. Et ma grande joie a été, notamment sur un échange un peu houleux, eh bien, c'était un appel en retour de la personne en question qui m'a dit « Je comprends mieux et je vous remercie ». Enfin, je vous remercie au-delà du remerciement, c'est « Je comprends mieux » et je suis très, très contente parce qu'effectivement, comme je leur disais, c'est une maladie rare, le patient vous a choisi. Donc, c'est déjà une preuve de confiance extraordinaire, enfin, je trouve. Donc, effectivement, si vous ne voulez pas le faire et que vous ne le sentez pas, il ne faut pas le faire. Mais il vous a choisi et ça vaut le coup d'y aller. Voilà. Merci pour ce premier retour. Je pense qu'effectivement, on pourra échanger après sur quelques chiffres et d'autres réactions. Et là, je vais passer la main à Mehdi, qui a participé, comme moi d'ailleurs, à ce beau projet et qui va nous faire part de son ressenti avec maintenant le recul des quelques mois passés. Et donc, la tête un peu moins dans le projet. Du coup, Mehdi, voilà, qu'est-ce que finalement ta perception d'abord de ce travail et puis ce que ça impacte finalement pour les pharmaciens d'officine et puis peut-être, j'anticipe un petit peu la question, mais est-ce que c'est la porte ouverte à un nouveau monde? Je te laisse la parole, Mehdi.
Oui, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'ai partagé mon écran, je pense que vous le voyez. Oui. Euh, Tu peux le mettre en plein écran, s'il te alors, plaît? j'ai un peu de difficulté à le mettre en plein écran, justement. Ah, Je ne sais pas on, pourquoi. Ouais, bon, je vais laisser on les voit bien. diapositives. Voilà. Alors, tout d'abord, avant de répondre à ces deux questions importantes qui sont celles d'être tournées vers l'avenir, je souhaitais avant tout, et plutôt que de parler, de revenir tout de suite sur l'hémophilie et puis ce qui a été dit par le docteur Thierry Lambert et puis notre consoeur Valérie Chamois, avoir une vision historique et un peu rétrospective de savoir comment on en est arrivé là, parce que quand on voit le résultat, on peut se dire, bon, bah oui, il y a un beau résultat et finalement, ils ont travaillé ensemble, mais c'est un travail de longue haleine et qui a débuté il y a assez longtemps dans la profession de pharmacien. On a tendance à oublier un petit peu. Et ce qui s'est passé, c'est il y a une vingtaine d'années, il y a eu un véritable tournant au sein de la profession pharmaceutique. Donc, si on resitue un peu le contexte des années 2000, la pharmacie d'officine visait une sorte de crise identitaire, hein. On se souvient maintenant un peu moins, puisqu'on est moins attaqué, mais du pharmacien, et on se demandait à quoi sert le pharmacien. Il y a eu plusieurs rapports qui attaquaient la pharmacie d'officine, la grande distribution. Finalement, à part être un logisticien, le pharmacien a-t-il réellement une valeur ajoutée? Et en fait, il y a eu un décret ministériel en 2004, qui est un décret extrêmement important, qui est celui de la rétrocession hospitalière, qui a permis l'inscription massive de produits hospitaliers qui pouvaient être disponibles en ville et remboursés. Donc il ne faut pas croire que ça a été fait si simplement, parce que c'était quand même donner la possibilité, octroyer aux pharmaciens la possibilité de dispenser certains médicaments, des médicaments souvent techniques, des médicaments souvent plus complexes et dans des pathologies compliquées. Et qu'est-ce qu'on a vu depuis 17 ans? C'est que très progressivement, dans des domaines thérapeutiques très variés comme la neurologie, on pense à la sclérose en plaques où on dispense énormément de médicaments, la cancérologie, évidemment avec les soins de support en prévention des neutropénies fébriles, le filgrastim, etc., mais bien sûr les chimiothérapies orales, la pneumologie aussi avec des traitements de fond de l'asthme sévère, des médicaments biologiques, évidemment tout ce qui concerne la rhumatologie, dermatologie, et là, ce sont essentiellement aussi en gastro-entérologie tous ces fameux mAb, monoclonal antibody, anticorps monoclonaux. Et en fait, progressivement, le pharmacien s'est vu octroyer la possibilité de dispenser de plus en plus de médicaments dans des domaines thérapeutiques très variés, dont un certain nombre étaient issus de l'hôpital, ou alors au gré de changements de forme galénique, par exemple, en passant d'une forme intraveineuse à une forme cutanée, c'est vu la possibilité de dispenser ces médicaments-là, y compris dans certaines maladies rares. Donc, la mucoviscidose depuis quelques années, et puis désormais une nouvelle maladie rare, peu connue des pharmaciens, et on reviendra dessus, qui est l'hémophilie. Et, et en fait, c'était pas gagné, c'était pas forcément gagné. On doit en fait reconnaître que ça a été une volonté des autorités de santé d'accorder cette dispensation de ces médicaments spécifiques, dans l'ensemble des pharmacies d'officine. Mais c'est un choix qui n'avait pas été forcément fait par certains pays. Je pense aux États-Unis, même s'ils ont leur législation proche en fonction des États, où la dispensation était possible que dans certaines pharmacies spécialisées, sous réserve d'accréditation ou autre, sachant qu'ils ont un modèle de santé très différent et avec une densité de pharmacie beaucoup plus faible et pas cette notion d'accessibilité. Donc au départ, il y avait beaucoup ce qui a été dit à l'instant, cette notion d'accessibilité qui avait été mise en avant avec la possibilité pour le patient d'accéder à son traitement beaucoup plus facilement. Beaucoup plus facilement, mais ce n'était pas gagné parce que il fallait démontrer en parallèle que le pharmacien était capable, au-delà de l'aspect logistique, d'assurer cette dispensation en toute confiance, en toute sérénité. Et ce qu'on a vu au fil du temps, c'est que cette marque de confiance a été renouvelée par nos autorités de santé avec de plus en plus de médicaments, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, puisque on l'a vu pour le médicament en question dans l'hémophilie, il y a eu malgré tout certaines réticences à ce que le pharmacien puisse dispenser ce médicament. Et c'est pour ça qu'à nouveau, une fois de plus, nous, pharmaciens, devons être dignes de cette confiance. Et c'est pour ça que
la participation à cette formation doit se faire par l'envie de mieux accompagner le patient et non par la contrainte. Et l'arrivée de ces médicaments, il faut aussi le replacer dans un contexte global de changement du métier. Alors, on parle beaucoup de la vaccination, des tests, de nouvelles missions du pharmacien, mais parce que c'est une véritable opportunité pour le pharmacien d'officine, pour une prise en charge du patient dans sa globalité, prise en charge holistique avec l'ensemble de son traitement médicamenteux. On a beaucoup de patients qui avaient une partie de leur traitement en ville, une partie de leur traitement à l'hôpital, et ce qui nous empêchait parfois d'identifier certains effets secondaires ou certaines interactions, et une opportunité aussi de valoriser notre dispensation grâce à des médicaments qui sont vraiment innovants. Ce que disait Thierry Lambert tout à l'heure, le médicament dont on nous confie la dispensation aujourd'hui, il n'y a pas un énorme recul à long terme. Alors que très longtemps, on s'est dit ça arrivera en ville que quand on aura suffisamment de recul, et il faut d'abord le garder dans une prise en charge hospitalière. On verra ensuite ce qu'il adviendra pour la pharmacie d'officine. Et c'est d'autant plus gratifiant, je trouve, pour les pharmacies, que là, on voit que le modèle du médicament dans l'hémophilie, contrairement éventuellement à d'autres pathologies qu'on a citées, essentiellement hospitalo-centré. Et en plus, ça arrive à un moment, ces nouveaux médicaments, au début 2000, au début des années 2000, lorsqu'on a de moins en moins de médicaments innovants en ville. Souvenons-nous, au début des années 2000, quand en fin d'année, on faisait le bilan des médicaments qui étaient sortis, c'était des médicaments dans des pathologies essentiellement cardiovasculaires, respiratoires ou autres. Et depuis, on a eu quand même très, très peu de nouveaux traitements. On avait de nouvelles classes thérapeutiques, hormis peut-être les nouveaux anticoagulants. Ils sont plus nouveaux d'ailleurs, on les appelle les AOD maintenant, les anticoagulants oraux directs, et récemment un médicament dans l'insuffisance cardiaque, qui était d'ailleurs à l'hôpital au début. Il faut reconnaître qu'on a très, très peu de médicaments nouveaux, hormis ceux issus de cette réserve hospitalière. Donc, c'est extrêmement intéressant et une opportunité de valoriser notre métier. Il y a une adaptation de notre mode d'exercice aussi qui doit s'effectuer lors de ce virage, c'est que le nombre de patients concernés est généralement restreint, voire très restreint. Et comme notre probabilité de dispenser ces médicaments reste faible, il faut travailler différemment aussi nos modalités de connaissance dans ces médicaments et ces pathologies. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas retenir aujourd'hui toute la pharmacopée, contrairement à il y a une vingtaine d'années, en tout cas maîtriser les grandes familles, mais en tout cas adapter nos modalités de dispensation et savoir se former à la demande, se former ad hoc lorsque nous sommes confrontés à la dispensation de ce type de médicaments. Et c'est pour ça qu'il faut le plus possible être informé en amont de cette dispensation et adapter aussi notre exercice officinal, où nos interlocuteurs ne sont plus seulement les médecins de ville et les infirmiers et infirmières, et éventuellement d'autres professionnels de santé, mais créer de nouveaux liens et de nouvelles passerelles entre la ville et l'hôpital. Il nous a fallu aussi nous adapter avec une adaptation logistique, le respect de la chaîne du froid. On ne voit plus dans les pharmacies des frigidaires ou réfrigérateurs, mais aujourd'hui, tout le monde est équipé d'armoires réfrigérées, est équipé de sondes, est équipé de procédures également de stockage pour assurer une bonne conservation du médicament, mais éviter aussi que les médicaments ne soient pas conservés dans de bonnes conditions et mis à la benne. Améliorer cette coordination ville-hôpital et notre communication, qu'elle soit descendante ou remontante vers les prescripteurs, les pharmaciens, les infirmières. On découvre aussi de nouveaux métiers qu'on ne connaissait pas, nous, en tant que pharmaciens, qui sont les infirmières de coordination, par exemple. Et puis également, on a une évolution au sein de la pharmacie de nos relations avec les laboratoires pharmaceutiques, qui sont partie intégrante de la chaîne du médicament, pour lesquels nous étions, surtout pour certains médicaments techniques, mais pas que, essentiellement avoir un rôle logistique. Et aujourd'hui, nous avons un rôle d'acteur clé aujourd'hui, d'un des acteurs clés dans la dispensation de ces médicaments. Et donc, pour assurer le bon usage du médicament, et tout le monde a intérêt, alors bien sûr d'abord le patient, mais l'ensemble des professionnels de santé, et y compris les laboratoires, à ce que les médicaments soient utilisés dans les meilleures conditions possibles pour une meilleure efficacité et moins d'effets indésirables. Alors, après ce bref historique, je vais revenir sur l'hémophilie. Alors l'hémophilie, il faut savoir que nous avons commencé à travailler ensemble avec Béatrice
nos collègues pharmaciens hospitaliers et également médecins hospitaliers. Pour nous, c'était une maladie rare et peu connue. Alors souvent, les vagues souvenirs qu'on avait, c'était les cours de génétique avec les descendances de la reine Victoria, où on avait des exercices de première année. Ou alors, on en avait entendu parler assez récemment, puisque pour celles et ceux qui ont vacciné contre la grippe en expérimentation, parmi le questionnaire, il fallait demander si le patient était hémophile. Et parfois, on découvrait fortuitement, c'est ce que disait Valérie Chamoire, que dans notre patientèle, nous avons certains patients hémophiles, parfois, hein, certains d'entre nous, alors qu'on ne le savait pas forcément. On a découvert aussi une maladie avec une prise en charge hospitalière très spécialisée et très organisée. On n'a pas forcément dans d'autres domaines thérapeutiques. On voit qu'il y a réellement une filière avec au sein de cette filière des professionnels qui sont passionnés, qui sont extrêmement solidaires. Et ça a été aussi une réelle découverte. Même si on a travaillé auparavant dans des médicaments de sortie hospitalière, on a senti alors ce qu'on appelle la filière, je dirais plutôt la famille en fait. Ça commence par un F, c'est un peu pareil, mais on a eu ce sentiment d'une véritable famille. Et au sein de cette famille, il y avait non seulement des professionnels, mais aussi des patients très impliqués. L'AFH a été citée, hein, l'Association française des hémophiles, mais c'est une association qui est extrêmement impliquée dans la prise en charge des patients hémophiles, dans les contacts avec les prescripteurs, et qui nous a challengés d'ailleurs à plusieurs reprises sur la sortie en ville de ce médicament. Et on doit leur démontrer que en tout cas, cette double dispensation sera une belle réussite pour ce médicament, évidemment, et pour l'avenir. Et ensuite, effectivement, une prise en charge pluriprofessionnelle qui ne manquait qu'un seul acteur, qui est le pharmacien d'officine et qui est là parmi vous aujourd'hui. Et pour arriver à ça, je voudrais conclure sur une dernière diapositive, puisque c'est une belle réussite. C'est 2 ans de travail, hein. Les premiers contacts qu'on a eus, c'était, je me souviens très bien, à l'automne 2019. Le médicament est sorti mi-juin 2021, donc c'est pas, ça ne s'est pas fait en un jour, en un mois, en 6 mois, en un an, mais en quasiment 2 ans. Dans les facteurs clés de réussite, il y a eu cette anticipation, pardon, de la mise à disposition en ville. Il y a eu, et ça c'est grâce à nos collègues hospitaliers bien sûr, puisque nous sommes fait driver en fait par les spécialistes, des réunions et des échanges très réguliers entre nous, qui ont été organisés par nos confrères hospitaliers. J'insiste là-dessus parce qu'il y aurait pu avoir des réticences, mais ça a été justement, on nous a tendu la main et plutôt que rester dans son précaré et se dire: «Ouh là là, ça part en pharmacie», ça a été plutôt: «Allez, comment allons-nous faire en sorte pour que ça se passe le mieux possible?» Et notamment une véritable et une forte écoute des besoins. Donc évidemment, dans la formation, toute la partie rédactionnelle, information, n'était pas de notre ressort. Nous ne sommes pas des spécialistes et nous ne le serons jamais. Mais à chaque étape, on nous a questionné, on nous a dit: «Est-ce que ça, c'est utile pour le pharmacien? Est-ce que c'est utile pour le pharmacien? Est-ce que c'est utile au final pour l'accompagnement de son patient?» Et ça, c'est à mon avis, extrêmement important et c'est ce qui fait aussi, probablement une des réussites de la formation, Hémophare. Et puis un travail qui a été fait, par étapes, tranquillement, doucement. On a compris que nous n'étions pas des spécialistes, avec d'abord une sensibilisation, nous sensibiliser à la pathologie, nous expliquer les fameux acronymes, au début on ne comprenait rien sur les premières discussions et puis finalement arriver à co-construire ce modèle de circuit de prescription, dispensation et remontée. Et pour terminer, je dirais les 2 grands facteurs clés de réussite et là, c'est pour moi un modèle qu'il faudra partager peut-être avec d'autres pathologies demain si on nous donne la possibilité de dispenser de nouveaux médicaments. En tout cas, ça va dans le sens de l'histoire et probablement aussi de ce que souhaiterait la HAS et la NSM. C'est d'avoir des spécialistes qui soient motivés, bien sûr, mais également pédagogues. Nous avons besoin de pédagogie. Nous sommes, béotiens dans le domaine thérapeutique et puis toujours, toujours, ce qui est important, sortir de discussions, de protection de sa propre paroisse ou de ses propres intérêts, j'ai envie de dire parfois liés à des corporations, mais mettre toujours le patient et l'intérêt du patient au cœur de cette co-construction. Et puisque, en fait, tout ça, on le fait finalement, c'est pour une meilleure prise en charge du patient, de sa pathologie et de sa qualité de vie. Merci. Alors, merci Mehdi pour ton intervention et forcément, j'ai envie de te demander si toi, tu as un patient hémophile à prendre en soin dans ton officine. Alors aujourd'hui,
je n'ai pas à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, hein, puisque, comme on disait tout à l'heure, je me souviens, je racontais l'anecdote de la vaccination grippe d'un patient qui s'est déclaré hémophile, donc je n'ai pas pu vacciner à l'époque. Je n'ai pas demandé ce qu'il avait comme traitement parce que j'avais peur qu'il m'interroge et je n'aurais pas su lui répondre quoi que ce soit. Je savais juste que c'était une maladie avec un risque de saignement. Mais aujourd'hui, non, au sein de ma patientèle, je n'ai pas encore de patients, en tout cas de patients hémophiles déclarés. Et en tout cas, on verra à l'avenir si c'est le cas. Alors, une autre question, toujours pour toi, Mehdi, parce qu'on voit bien que ce nouveau modèle a forcément un impact sur l'organisation à l'officine. Et donc, si tu devais avoir un patient, dans ton équipe, j'imagine qu'il y a également des adjoints, d'autres pharmaciens. Oui. Est-ce que tu dédierais une personne ou est-ce que chaque personne de ton équipe, à même de prendre en charge ce patient, ferait la formation? Alors, à titre personnel, mais c'est plus dans notre mode d'organisation, enfin moi, sous format qualité ISO, on fonctionne avec des pilotes et copilotes. Donc, moi, je pense que c'est bien qu'il y ait deux personnes de façon à ce qu'on ait un référent et un co-référent si nécessaire. Mais récemment, on a fait justement un petit questionnaire en interrogeant les pharmaciens sur ce type de médicaments et c'est assez partagé. Certains pharmaciens souhaitent élargir cette formation à l'ensemble de l'équipe officinale. Donc, je pense qu'après, c'est vraiment une question d'organisation de sa propre pharmacie. Mais à minima, j'ai envie de dire un référent et deux, c'est encore mieux. Alors là, je vais poser la question au président du groupement que tu es, puisque je pense aussi que partager ce genre d'informations et de nouvelles pratiques passe aussi par les groupements de pharmacie. Et donc, est-ce que au sein de ton groupement, tu as communiqué sur ce travail qui a été fait, même si, on l'a vu, ça ne concerne pas forcément tous les pharmaciens, mais c'est toujours intéressant de connaître ce process, même si on ne fait pas la formation, qu'on n'a pas de patient, on sait que ça existe, que ça a été mis en place. Donc, est-ce que toi, au sein de ton groupement, tu as communiqué sur l'existence de ce parcours? Alors, aujourd'hui, on l'a communiqué puisqu'on a organisé en commission au sein de notre commission dite expertise scientifique, puisque ce sont des pharmaciens qui travaillent sur ce domaine-là, dont certains sont connectés ce soir et qui donc, plutôt que ce soit moi, je pense, apporteront la bonne parole à l'ensemble du réseau suite à cette organisation sur Spot. Ça va être le lancement en fait de cette communication via cette commission. Oui, je pense que c'est important et c'est quelque chose aussi que nous allons faire. On voulait garder ça en primeur, mais on communiquera également à la SFSPO et on incitera en tout cas les pharmaciens qui seront désignés par leurs patients, on les incitera fortement à se former, voilà, et à utiliser les outils proposés. Alors maintenant, c'est un échange entre nous, donc Mehdi, tu auras peut-être aussi toi des questions, mais moi, j'ai une question pour le docteur Lambert, puisque vous êtes au Kremlin-Bicêtre. Est-ce que vous avez des patients qui ont pu bénéficier déjà de ce dispositif, qui ont choisi ce dispositif? Alors, des patients qui ont choisi, oui, bien sûr, un certain nombre. Et c'est effectif pour quelques-uns d'entre eux, mais c'est pas encore, on n'a pas encore atteint le plein régime, hein. D'accord. Comme toujours, hein, toutes ces mises en place ont été extrêmement perturbées par les difficultés d'accès à l'hôpital pour les patients, etc. Mais c'est quelque chose qui est relativement demandé, oui, oui, et qui a été commencé à être mis en place sans problème particulier. Enfin bon, il y a un pharmacien effectivement qui a bien demandé, bien pris contact, enfin, avec notre infirmière coordinatrice, et je crois que Mehdi avait parlé de la découverte de l'existence des infirmières coordinatrices, et ce sont effectivement dans nos équipes des éléments essentiels, puisque ce sont les premières lignes de contact avec les patients. Et donc, ça, c'est quelque chose qui fonctionne apparemment. D'accord. Alors Valérie, du coup, je reviens sur, ben voilà, on a parlé du retour des pharmaciens. Est-ce que du coup, il y a des retours patients? Alors, pour l'instant, je dirais, c'est en cours. Pour l'instant, comme je l'ai dit, hein, et bien sûr,
on participera à cette grande aventure de l'évaluation qu'on va mettre en place, où là, on aura l'opportunité de colliger de manière organisée ces retours. Pour l'instant, ce n'est que des retours, on va dire, ponctuels, dans la mesure où, je ne sais pas si ça a été clairement dit, mais moi, j'ai une vision descendante de l'octroi des codes de formation pour l'ensemble du territoire, mais je ne suis pas en lien direct avec l'ensemble des patients. L'objectif, c'était de replacer par rapport à leur centre. Alors, je peux parler de mon centre, Oui. Où effectivement, la mise en place a été assez lente parce que, juste pour rappel, l'autorisation a été octroyée juste avant les congés d'été. Donc, il y a certains centres qui ont fait le choix de ne pas être proactifs. Ils ont fait le choix d'organiser ça à l'automne, là maintenant. Il faut savoir que certains patients, puisque l'information circule beaucoup, notamment par le biais associatif, ont devancé un peu, on va dire en quelque sorte, l'organisation. Il a fallu se recaler pour finalement remettre les choses dans le bon sens. Et je crois qu'on porte tous cette responsabilité de messages à porter, y compris pour en avoir discuté avec les gens de l'Association française hémophile. Eux aussi, ils ont aussi une certaine responsabilité qui est de dire, de ne pas laisser croire que voilà, il suffit d'ouvrir n'importe quelle porte d'officine et d'exiger voilà, le médicament immédiatement dans n'importe quelle condition. Alors, ils ne sont pas non plus comptables de tous les patients. Comme dans la vie, il y a tout le monde, il y a des fois des attitudes un peu étonnantes. Donc, on est là aussi pour réajuster le tir. Mais globalement, les patients qui ont commencé à démarrer la démarche ont été extrêmement satisfaits. J'ai en mémoire une famille, pareil, d'enfants en bas âge. Encore une fois, une officine sur un territoire rural qui a en charge cette famille et avec qui il y a un lien très fort. Et je crois que là, c'est vraiment une satisfaction extrêmement, extrêmement importante. Et il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a dans les populations, j'ai en tête également des patients âgés qui ont un lourd passé, on va dire, du traitement et de fardeau lié à la pathologie, qui ont fait eux-mêmes, ça aussi, cette démarche. Donc, c'est vraiment assez satisfaisant de voir que les choses se mettent en place progressivement et que globalement, ça se passe bien. Encore une fois, il faudra être exhaustif sur l'évaluation le plus possible. Il faudra avoir une image beaucoup plus précise que ce qu'on peut avoir à l'heure actuelle. Alors, j'ai aussi envie de vous poser une question, alors, Dr Lambert ou à Valérie, parce qu'on a beaucoup parlé des obligations du pharmacien, entre guillemets, obligations, mais quid des, est-ce que je vais dire obligations, pas forcément, mais des patients, parce que quelque part, on demande des choses aux pharmaciens compte tenu du coût des médicaments, des traitements particuliers. Qu'est-ce qu'on demande aux patients et qu'est-ce que vous, quand vous les accompagnez dans ce départ vers l'officine, vous leur dites en fait par rapport à ça? En deux mots, si je peux juste, Thierry va compléter, moi, on affirme tout à fait deux notions, c'est le droit et les devoirs. C'est-à-dire, effectivement, les droits, il est indéniable, mais ils ont aussi des devoirs. Et ça, c'est très important. Et donc, de comprendre tout cet enjeu, de faire en sorte que le nomadisme ne soit pas la règle. Alors, évidemment, un patient peut changer potentiellement d'officine, mais certainement pas tous les mois, par exemple. Ce n'est pas possible. Leur faire comprendre pourquoi et quel intérêt ils ont à ce que effectivement ils soient pris en charge par une équipe officinale. Moi, je plaide sur la notion de pharmacien traitant, comme on parle de médecin traitant. Donc ça, c'est très important, ce genre de discours qu'on a et qu'on porte. Et voilà, l'anticipation aussi, c'est très important, puisqu'évidemment, et dans les discussions que j'ai eues un peu houleuses, notamment avec un collègue officinal, il y avait effectivement la notion du coût lié aux médicaments, qui est quand même assez onéreuse. Pour avoir un ordre d'idée, c'est à peu près 30 à 40 000 € par mois de coût de médicaments, pour donner un ordre d'idée. Donc, ce sont des médicaments onéreux, donc évidemment, qui ne seront pas stockés d'un mois sur l'autre. Donc, l'anticipation est importante, etc. Donc, mais ça,
c'est des notions qu'on travaille vraiment au quotidien, parce que je pense que Thierry l'a évoqué, il va expliciter mieux, peut-être de manière plus approfondie, mais on a un rôle très important depuis des années en termes d'éducation thérapeutique auprès des patients. Et ça en fait partie. Ça fait longtemps qu'on les prend en charge en leur expliquant qu'effectivement, c'est pas si simple que ça, qu'on peut pas, voilà, que c'est des médicaments précieux, rares, coûteux, voilà, etc. Donc, voilà, il y a toujours des gens qui vont être en dehors de ce genre de discours, mais globalement, la communauté des patients est quand même, a quand même toutes ces notions. Thierry, je pense que tu veux compléter. Oui, moi je trouve que c'est toujours très compliqué cette discussion de droits et devoirs, parce que si on va dans la réalité juridique des faits, nous les professionnels n'avons que des devoirs et les patients n'ont que des droits, parce que les patients n'ont aucun devoir réglementaire par rapport à ça. Ouais. Néanmoins, et leur association est également très sensible à ça, ce sont des patients qui, d'une façon générale, sont très sensibilisés au côté précieux sur deux niveaux. Au départ, c'était très précieux parce qu'en plus, c'était rare quand les médicaments étaient plasmatiques. Enfin, il n'y avait pas la disponibilité globale que l'on a maintenant avec les recombinants. Donc, ils ont quand même la notion de la préciosité du médicament. Certains s'en foutent, certains ne s'en foutent pas. Mais tout notre rôle et toute notre action, elle était déjà dans ce sens avec les médicaments précédents qui déjà étaient très coûteux, qui en plus pouvaient avoir à la maison, comme ils avaient des latitudes de traitement, ils pouvaient avoir un peu plus de stock qu'il aurait été nécessaire. Et donc, on insiste beaucoup là-dessus. Et c'est parce que, en fait, les patients n'ont pas de devoir, pour revenir là-dessus, que c'est important qu'entre nous, les professionnels, parce que nous communiquions, si on sait qu'un patient en officine, finalement, il vient pas, mais on n'a pas de devoir. Mais nous, au niveau des centres de traitement, on fait des ordonnances. Oui. Et les ordonnances, elles ne peuvent venir que de nous. Donc, je ne dis pas que c'est un moyen de pression, mais c'est un moyen de régulation des choses. Et ça permet, si on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on revoit le patient. Parce que finalement, peut-être que ce traitement, il n'est pas celui qui lui convient, etc. On peut revoir les choses. Pour ça qu'au-delà des droits et des devoirs, vous avez vu que j'étais quand même assez partisan du fait qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, bien sûr. Mais je crois que ce qui est important, c'est que à partir du moment où les choses sont clean par rapport à la dispensation, que ce qui est dispensé pour un mois est bien fait et que vous avez bien le mois d'après la demande, voilà, à partir du moment où il n'y a pas de distorsion là, il n'y a pas de souci à envisager. Il faut être attentif à ce qu'il n'y ait pas non plus des mésusages. Ça, c'est quelque chose auquel on doit être extrêmement attentif, c'est le mésusage, parce que dans les moments de panique, et ils peuvent avoir des moments de panique sur des syndromes hémorragiques qui ne repèrent pas, ils disent je vais me faire une double dose, ce qui est complètement stupide avec ce médicament, il faut qu'il se fasse autre chose. Donc c'est pour ça que toute cette circulation d'informations entre nous, c'est celle qui va permettre de régler au mieux, je pense, cette question de comment gérer ses droits et devoirs. Merci. C'est effectivement, c'est pas aussi simple que ça, et Non. il y a encore tout à construire. Et je pense qu'effectivement, les mois à venir vont être intéressants à suivre. Peut-être aussi parce que Valérie, ça a été évoqué dans la présentation et dans la formation d'ailleurs, le problème de la médication officinale, de l'automédication. Et là, peut-être insister sur un point, je crois, pour les confrères qui vont prendre en charge ces patients-là, leur proposer systématiquement l'ouverture d'un dossier pharmaceutique, parce que c'est aussi un moyen finalement d'avoir une traçabilité de ce qu'ils font. Donc je pense que ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans la formation, mais c'est vraiment un point central. Voilà, en attendant que le DMP soit opérationnel et que le DP soit intégré dans le DMP ou dans les outils numériques. Alors ça fait… Oui, Valérie ? J'avais juste un petit point, je réagissais, j'ai répondu par écrit, mais effectivement, l'un de nos participants disait que c'était intéressant parce que ce médicament n'était pas soumis à traçabilité. Certes, il n'est pas soumis à traçabilité sanitaire puisqu'il est d'origine recombinante, mais attention, c'est une pathologie qui est très sensible au suivi quand même des numéros de lot. Et notamment, la plupart de ces patients détiennent un carnet de santé spécifique à cette pathologie. Et si vous voulez, même si d'un point de vue, encore une fois, réglementaire, on ne peut pas nous opposer ça, c'est-à-dire le suivi, l'enregistrement des numéros de lot, il est quand même souhaitable de bien les colliger parce qu'en cas de survenue d'effets secondaires,
et notamment sur d'effets secondaires, oui, et c'est une information qui va être très, très importante et cruciale et demandée par les médecins qui suivent ces patients. Alors, on est encore une fois sur une ambiguïté, un peu comme sur les vaccins, hein, c'est-à-dire qu'on nous dit, oui, on aimerait bien avoir tous les numéros de l'eau, mais sans nous en donner forcément les moyens. Donc oui, pas de traçabilité sanitaire obligatoire, mais néanmoins, comme l'a dit Béatrice, traçabilité de ce qu'on fait, des dispensations. Et si au passage, on a quand même un enregistrement des numéros de l'eau, c'est très très bien. Et c'est souhaitable en fait. Donc, voilà, c'est des petits points que je voulais rajouter. Bien sûr, c'est important parce que ça, c'est effectivement du quotidien. Hein. Donc, c'est des choses voilà, où on voit bien que vous, ça fait des années que vous êtes avec et que nous, on va découvrir tout ça. Donc, c'est important d'avoir les bonnes pratiques dès le départ et le plus tôt possible. L'heure tourne, ça fait maintenant 1h15 qu'on est ensemble, c'est passionnant, hein, on continuerait. Du coup, on va faire peut-être pour conclure un petit tour de table. Un dernier mot, on va commencer par celui qui a ouvert le bal, donc docteur Lambert. Un petit mot pour conclure. Eh ben, moi, je trouve que c'est une étape intéressante de enfin pouvoir, on va dire, intégrer les pharmaciens d'officine dans l'équipe pluridisciplinaire qui est au service de ces patients et qui essaie de leur rendre la vie moins difficile malgré le poids de leur maladie. Valérie? Alors oui, de la même manière, hein, je dirais que là, on est un petit peu à une période où on essaye d'être innovant hein, justement sur finalement l'évolution de ces parcours de patients. Et je pense que nous avons à démontrer collectivement que bien qu'étant une maladie rare, très spécialisée, nous sommes en capacité de la transposer en ville en termes d'accessibilité aux médicaments, tout en garantissant cette sécurité et cette qualité, avec évidemment le support sous-jacent des échanges pluripro hein, tels qu'on l'a défini, qui sont indispensables, avec bien entendu le patient au milieu. Donc là maintenant, l'étape d'après, ça va être l'évaluation et il va falloir qu'on démontre que ça marche ou que ça ne marche pas, ou qu'on est en capacité d'adapter le cas échéant. Mais je suis parfaitement convaincue que c'est quelque chose qui va marcher et les premiers retours sont quand même plutôt encourageants et j'en suis vraiment ravie. Super. Mehdi? Oui, je voulais, moi, pour cette conclusion, remercier en fait la famille Mémo, hein, filière Mémo, famille Mémo, comme je le disais tout à l'heure, de nous avoir entrouvert la porte et de nous avoir entrouvert cette porte et maintenant à nous de démontrer notre réelle valeur ajoutée. Et quant à l'évaluation, on verra quels seront les résultats, même s'ils ne sont pas au niveau maximum. Ça, c'est un principe de la qualité que ce qui s'évalue s'améliore. Donc, voyons la prochaine étape et faisons en sorte que cette évaluation permette encore d'améliorer les pratiques, même si tout a été beaucoup anticipé en avant. Écoutez, merci à tous les trois. Et moi, je conclurai en étant Béatrice. très optimiste parce que je pense qu'on va réussir. J'en suis intimement convaincue. En tout cas, avec ce travail, on donne les moyens aux pharmaciens d'officine de réussir. Ça, c'est clair. Il faut qu'ils aillent sur la formation. Et puis, la prochaine étape, effectivement, ça va être l'évaluation. Donc là, on sera aux côtés, en tout cas la SFSPO, à vos côtés pour aller dans cette évaluation. Et de toutes les façons, à titre personnel, je pense que c'est le début d'une histoire, puisque c'est le premier de ce genre de médicaments qui arrive en ville, mais que d'autres médicaments dans des maladies rares arriveront en ville et que forcément, il faudra copier ce très beau modèle qu'on a construit. Alors Valérie, je te laisse le mot de la fin. Pardon, je suis Ah, vas-y. Béatrice. Non, voilà, juste ce que je voulais souligner, c'est qu'effectivement, ça a une valeur d'exemplarité. Et très clairement, si le ministère, la Direction générale de la santé nous a insisté sur cette évaluation, c'est qu'effectivement, ils observent avec beaucoup d'intérêt ce qu'on est en train de faire collectivement. Voilà. Très clairement, l'avenir, c'est la ville. Hein, ça fait longtemps qu'on le dit, hein, mais là, on est en train de passer sur des modèles vraiment assez complexes et élaborés en termes de pathologie, de traitement pour diverses raisons. Et donc, ce qu'on propose est vraiment observé à la loupe.
Donc, si on réussit, c'est des choses qui vont se poursuivre et je pense que c'est un grand avenir pour nous tous et pour les patients. Et puis, c'est jamais désagréable d'être sous les feux de la rampe. Voilà. Écoutez, merci à tous. Très bonne soirée. Et puis, écoutez, peut-être que l'année prochaine, on se retrouvera pour les résultats de la vraie vie. Ok. Oui. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci.